Elle n'est pas de l'IDPS, mais plutôt du Parti congolais socio-démocrate, parti cher à Ndeko Basile. Madame Karine Pouekela est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. C'est une question qui fâche, et c'est que votre parti politique est membre de l'Union sacrée et que vous soutenez en ce moment cette mobilisation pour changer la Constitution. Est-ce que les Congolais sont avec vous dans cette démarche réellement? Nous soutenons cette démarche qui vise à débattre sur la question de la réforme constitutionnelle. Parce que jusque-là, il n'est pas question du changement, mais plutôt du débat sur la réforme constitutionnelle. Et nous disons déjà que les Congolais est avec nous au regard de ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben oui, vous avez vu que l'opposition avait appelé la population à observer une ville morte. Et cette ville morte s'est transformée à une marche de soutien à la réforme constitutionnelle. Alors pour nous, nous disons, les 73% qui a élu le président de la République en 2023 va soutenir aussi cette réforme constitutionnelle parce que vous êtes sans oublier que le 6 mai 2023 et 2026 plutôt, lors du point de presse du président de la République, il a dit, je cite, que je ne suis pas demandeur du troisième mandat, mais si le peuple m'accorde encore un nouveau mandat, je vais le prendre. Et pourtant, le peuple n'a rien dit. Justement, c'est le but même de notre marche de demain. Nous voulons que le peuple parle, parce que l'opposition parle au nom du peuple, même si tous ces gens de l'opposition n'ont aucun mandat du peuple, parce qu'il n'y a personne qui a été mandaté par le peuple. Nous n'avons ni député national, ni provincial, mais encore un président de la République. C'est pour cela, nous, membres de la confession, de la société civile confessionnelle, parce que nous sommes membres de l'église de Réveil, nous disons, demain nous allons appeler la population à pouvoir discuter et la population va par la suite s'exprimer s'il va oui ou non donner le mandat au président. Alors, en tant que membre des églises de Réveil, ça ne vous fait pas mal de voir que vos pères spirituels, de pasteurs, de bergers, qui devaient plutôt évangéliser, ont abandonné la Bible pour prêcher la politique? Mais qui vous a dit qu'ils ont abandonné? Leur mission, c'est aussi de prôner la paix. Parce que vous êtes sans oublier que lors des Donc la paix veut dire changer la Constitution. Je suis en train d'arriver, monsieur. Allez-y. Vous êtes sans oublier que lors de la campagne électorale 2023, il y a Delis Sanga qui a parlé de la réforme constitutionnelle. Martin Fayoulou qui a dit qu'il devait organiser les élections 2 ans après qu'il soit élu en tant que président. Donc cela veut dire qu'il voulait passer aussi par la réforme constitutionnelle parce que dans la Constitution, en son article 70, il est dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans. Alors lorsqu'on lui parle d'organiser les élections après 2 ans, ça veut dire qu'il devait nécessairement passer par la réforme. Et il y a Katumbi aussi qui a prôné la réforme constitutionnelle. En tant que père spirituel, ils ne veulent pas voir nos pères spirituels, bien sûr, ils ne veulent pas voir la population se déchirer. Le président qui demande, qui dit si le peuple m'accorde, alors ils ont concilié les deux idées pour ceux qui voulaient la réforme et celui qui dit si la population m'accorde un nouveau mandat. Et voilà qu'ils ont trouvé même bien juste le milieu, le thème de la marche qui est la réforme constitutionnelle, parole au peuple. Ça veut dire pour moi, demain, j'attends même ceux-là de l'opposition. Je les appelle de venir marcher avec nous parce qu'ils se retrouvent dans notre thème. Mais pourtant, l'Église se divise déjà avec les fidèles. Nous voyons les insultes au niveau des églises déjà. Ça pose un problème. En tout cas, libre à vous de dire ça. Moi, je n'ai pas vu les insultes au niveau des fidèles. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions de la part de mais lorsqu'on traite votre président, parce que c'est lui qui coordonne ces mouvements, Ejiba, traité des lépreux, ça ne vous dit rien, ça? Je n'ai vu nulle part où on appelait l'archevêque Ejiba lépreux. Il y a quelqu'un qui s'est exprimé, en l'occurrence le pasteur Moïse. Il n'a pas d'ailleurs dit que le président Ejiba ou l'archevêque Ejiba était lépreux. Alors, il y a en face de vous une coalition article 64, C64, qui mobilise désormais la population pour vous barrer la route. Quelles sont vos armes aujourd'hui?
Je me dis, la coalition C64 accuse Tshisekedi de museler l'opposition, des dictateurs, de tout le monde. Mais si Tshisekedi était ce qu'eux disent, aujourd'hui, tous ces gens seraient aux arrêts. Pourquoi je dis ça? Parce que l'article 64 qu'eux évoquent, c'est un couteau à double tranchant. Il vous dit, tout Congolais a le droit de barrer la route à celui qui veut prendre le pouvoir par la force. Mais en son alinéa deuxième, il nous dit, toute tentative de renversement d'un pouvoir constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Ça veut dire, jusqu'à ce jour, Tshisekedi est encore constitutionnel. Et même après 2028, Tshisekedi serait toujours constitutionnel au regard de l'article 70 en son alinéa deuxième qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Vous vous appuyez sur une jurisprudence qui a été d'ailleurs interprétée, qui a fait polémique. Exactement, c'est aussi une source de droit. Vous prenez ceux qui ont géré les pays à l'époque comme modèle aujourd'hui, en s'appuyant sur cette jurisprudence que l'IDPS et vous autres avez critiqué sévèrement à l'époque. Mais, monsieur le journaliste, sur base de quoi Tshisekedi a été élu? Sur base de la constitution que nous avons depuis longtemps qu'on m'a critiqué. Mais puisque c'est la seule loi qui encadrait les élections, on ne pouvait que l'utiliser. Et aujourd'hui, vouloir changer la constitution de la part de Tshisekedi, ça serait logique parce qu'il a toujours, il a toujours critiqué. Alors, nous dire aujourd'hui que nous ne nous servons de personne, seulement nous nous appuyons sur le texte du pays. L'interprétation de l'article 70 alinéa 2 constitue à ce jour une jurisprudence qui, du reste, est en vigueur. Entre changer la constitution et apporter la paix à des compatriotes qui souffrent, qui sont exécutés, qui sont soumis à des atrocités de tout genre dans l'est du pays, pour vous, c'est quoi la priorité aujourd'hui? Vous savez que si nos compatriotes souffrent aujourd'hui à l'Est, c'est entre autres à cause de cette constitution, parce qu'en son article 217, elle dit ceci, que le Congo, je n'ai pas les libellés exactement en tête, mais je suis en train de donner quand même la matière. Il dit ceci, l'article 217, que pour des raisons de paix avec le voisin, nous pouvons céder une partie de notre souveraineté. Et les voisins, parce que vous êtes sans oublier qu'il y a un ancien ministre des Affaires étrangères, je cite l'excellence, son nom m'a échappé. Ça va venir, allez-y. Qui a dit que cette constitution, avant d'être promulguée, elle a fait le tour à 1000 collines. Quand on parle de 1000 collines, on voit le Rwanda. Et aujourd'hui, Paul Kagame s'est levé dire que moi je serai en paix que lorsque les gens qui administreraient l'Est du pays seront en conforme ou en parfaite relation avec moi. Ça veut dire il s'appuie sur cet article 217. Alors pour nous, changer la constitution, ça sera aussi en partie accorder la paix à nos compatriotes de l'Est. Mais aujourd'hui, la coalition C64 mobilise des Congolais. Vous avez des politiques qui ont choisi aujourd'hui l'exil, qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez ceux qui ont pris les armes. Vous comptez organiser une manifestation déjà demain, vendredi. Je dois les rappeler parce que celui qui était là avant vous l'a bien sûr souligné. Cette mobilisation ne risque pas de créer des confrontations avec des militants et parfois semer l'insécurité. Je pense que nous ne sommes pas comme ceux de l'opposition qui en même temps appellent les gens à rester à la maison et en même temps ils menacent la population. Monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays démocratique, donc nous sommes libres d'appeler, de mobiliser. Nous, notre travail, c'est de mobiliser ceux-là qui vont marcher avec nous, ceux-là qui partagent la même idéologie que nous. Mais nous n'allons pas nous déverser dans les insultes, dans les menaces comme l'a fait l'opposition. Je pense que leur journée était hier, personne ne les a inquiétés. Et nous, ça sera demain. La démocratie veut que là où ta liberté s'arrête, celle de l'autre commence. Alors, libre à ceux-là qui voudront marcher avec nous. Et je sais que les 75% ou les plus de 73% qui a voté le président de la République sera avec nous demain dans la rue. Votre coalition reste ouverte à tout le monde? Bien sûr que oui. Je vous ai dit, même ceux-là de l'opposition peuvent venir marcher parce qu'il y a le mot réforme qu'ils ont
tant vantée pendant leur campagne d'élection. Ils ont vanté la réforme constitutionnelle et c'est une partie de notre thème. Et je pense qu'ils pourront aussi venir marcher avec nous dans la paix et dans le calme. Alors, que pensez-vous à ceux qui disent qu'il faudra passer d'abord par un dialogue, mettre les Congolais autour d'une table pour traiter des causes profondes? Est-ce qu'on a oublié ce pacte social, cette initiative de la Synco aujourd'hui? Monsieur le journaliste, on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a eu autant de dialogues dans ce pays et l'Est de la République n'a jamais été pacifié. Pour nous, nous pensons que ceux-là qui ne prennent que le dialogue voient leurs intérêts. Pour une fois, la population aussi veut s'exprimer directement par référendum. Alors, laissons aussi le droit, laissons aussi le temps à la population de pouvoir s'exprimer ou encore de pouvoir palper ou encore de pouvoir concrétiser ce qui a été tant coché dans les écrits, l'article 5 qui nous dit que le pouvoir revient au peuple. Au lieu de nous déverser dans le dialogue qui finirait par le brassage, le mixage qui a depuis longtemps affaibli notre armée. Moi, je pense que je ne suis pas de ceux-là qui pensent que nous devons nous mettre ensemble parce que nous sommes sans oublier que la guerre que nous avons à l'Est, c'est une agression rwandaise. Qu'est-ce qui va changer si nous, Congolais, nous nous mettons ensemble? Est-ce que les Rwandais partiraient parce que les Congolais se sont mis ensemble? C'est ici où j'appelle encore la population à la vigilance pour dire, parce que vous avez évoqué la question de ceux-là qui sont en exil. Ils sont partis en exil. Pourquoi? Katumbi, je vous rappelle qu'il est parti en exil parce qu'il voulait continuer son commerce d'armes qu'il a fait pendant que Laurent Désiré Kabila était rebelle. Katumbi était en train de vendre des armes au Rwanda pour combattre. Vous êtes Est-ce que vous avez des preuves de ces allégations? C'est de l'histoire, vous pouvez vous renseigner. Parce que, oui, c'est vrai que Laurent Désiré Kabila est mort, mais l'histoire reste. Tout le monde sait que Kagame et Katumbi vendaient des armes aux Rwandais qui ont soutenu la rébellion de Musée Laurent Désiré Kabila. Et Franck Diongo est parti en exil. Pour quelle raison? Joseph Kabila a quitté le pays. Pour quelle raison? Alors vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi que tous ceux-là qui prennent le dialogue, ils veulent maintenir la population dans un état de sous-homme pour qu'ils continuent à pouvoir profiter du pays plus que le peuple qui est le souverain premier. Lors de la conférence de presse du président de la République, Félix Tshisekedi a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2018 tant que l'Est du pays ou une partie du Grand Kivu est occupée par l'AFCM 23. Mais comment expliquez-vous cet engouement, cette envie d'organiser les référendums alors que l'Est du pays est toujours sous occupation rwandaise? Oui, monsieur le journaliste, j'ai entendu les opposants dire qu'organiser le référendum serait la consécration de la balkanisation. Et même les conditions n'y s'y prêtent pas parce que les Nord Kivu et les Touris sont sous état de siège. L'article 5 de la Constitution nous dit ceci. La souveraineté appartient au peuple, il l'exerce directement par référendum ou élection et indirectement par ses représentants, ça veut dire les députés nationaux, les députés provinciaux et même les conseillers communaux, parce que vous êtes sans oublier qu'il y a eu quand même élection des conseillers communaux, donc les gens qui sont encore les plus proches de la population. À l'est du pays, nous avons les représentants du peuple qui sont les députés provinciaux et les conseillers communaux. Donc, si notre population de l'Est ne pourra pas se prononcer avant le référendum, je pense qu'ils peuvent se représenter, ils peuvent utiliser la partie où ils seront représentés par leurs représentants. Mais ma question, madame, cette question, c'est paradoxe. Comment on va organiser les référendums avec une partie du pays occupé et on refuse d'organiser les élections dans les mêmes conditions? Je vous explique. Les élections, pas le référendum, les élections, c'est le peuple qui doit directement s'exprimer. Alors que le référendum, on nous dit l'article 5 où on nous dit que la souveraineté revient au peuple. On nous donne la possibilité, deux possibilités disons. Le peuple peut directement s'exprimer ou peut s'exprimer par ses représentants qui sont les députés. C'est ainsi que je vous dis, si jamais la guerre à l'Est persiste jusqu'à l'organisation du référendum, ce peuple de l'Est peut
peut se représenter, peut s'exprimer par leurs représentants qui sont les députés provinciaux, les conseillers communaux et même les députés nationaux qui du reste jusqu'à aujourd'hui sont reconnus comme des députés. Ah, donc si je comprends bien, et si ceux qui nous suivent ont aussi compris, ce référendum passera par les votes au niveau du Parlement. Non, je suis en train de dire que là où il y a occupation, les peuples seront représentés par leurs représentants qui sont les députés. Là où il n'y a pas occupation comme au Grand Katanga, à Kinshasa et autres, nous-mêmes, peuple, nous allons nous manifester, nous allons nous exprimer. Alors, Madame Karine Pwekela, vous êtes cadre du Parti congolais social-démocrate de Ndeko Basile, à moins que vous ayez un dernier message à vos militants. Vous parlez des églises, des populations de tous bords, société civile, c'est que qui doivent vous rejoindre ce vendredi pour votre marche. Marche pour la paix, vous avez dit. Exactement. Le message est un seul, celui de mobilisation. J'appelle toute la population de Kinshasa de pouvoir nous rejoindre demain. Le point de ralliement sont tels que pour Funa, il y a Molar, il y a le rond-point Kimpwanza, il y a aussi pour ceux-là qui viendront de Kalamu, il y a scène de première rue. Pour ceux de Lukunga, il y a le rond-point Willeri, il y a le rond-point Mandela. Et je pense que pour ceux de Tchango, c'est l'échangeur qui fera leur point d'arrivée. Ces gens ne sont pas achetés, tout ça? C'est une mobilisation, c'est spontané ou on a distribué un peu d'argent? Non, non. Les gens viennent non, pas du tout. On n'a pas distribué l'argent. La température, d'ailleurs, des mesurés, si on a distribué l'argent, il suffit de voir la journée de hier. Le peuple avait cette soif-là de marcher. Mais nous leur avons dit, ayez vos apaisements. La grande marche, ça sera demain, le 5 juin. Et la tenue, ça sera, nous serons tous habillés en blanc ou soit en drapeau de la République démocratique du Congo en signe d'unité et de paix. En signe d'unité et de paix, Karine Pwekela, je vous dis en tout cas merci pour aujourd'hui. Merci pour votre message. Certainement que demain nous aurons sur ce plateau les opposants qui vont s'exprimer aussi sur la question au lendemain de la ville morte décrétée par la C64. Merci en tout cas. Merci. Et très bonne soirée chez vous. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui pour ces programmes Kinshasa Direct. Dans quelques instants, le journal des 19h sur Télé 50. À très vite.